Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la première partie sur la physiologie de la vision, on a entamé la photoréception, on a vu la localisation des photorécepteurs, la structure des photorécepteurs, les structures spéciales au niveau des photorécepteurs qui absorbent la lumière, ce sont les pigments visuels. On a vu qu'il y avait 4 types de pigments visuels qui sont différents par leur opsine. On a les pigments visuels présents au niveau des bâtonnets, c'est la rhodopsine, et les 3 types de pigments visuels S, M et L présents au niveau des cônes. On s'est arrêté au niveau de cette diapositive. En fait, les 4 types de pigments visuels vont déterminer 2 caractéristiques des photorécepteurs. La première caractéristique des photorécepteurs déterminée par le type de pigment visuel est l'absorbance. La deuxième caractéristique, c'est le seuil d'excitation. Donc, les photorécepteurs, en fait, vont se différencier par leur absorption en longueur d'onde, selon le pigment visuel qu'ils contiennent. Premièrement, on a les bâtonnets qui contiennent de la rhodopsine. Ils absorbent toutes les longueurs d'onde, à l'exception du rouge. Il absorbe préférentiellement dans le bleu, tandis que le cône, eux, on a les 3 types de cônes S, M et L, ils absorbent sélectivement la lumière. Le type S absorbe dans le bleu, le type M absorbe dans le vert et le type L absorbe dans le rouge. Le type S absorbe les longueurs d'onde qui sont courtes. S en anglais c'est short. C'est short pour cette raison qu'on les appelait les types S. Le type M absorbe les longueurs d'onde moyennes, tandis que le type L absorbe les longueurs d'onde qui sont longues. La deuxième caractéristique déterminée par le type de pigment visuel, on a dit que c'est le seuil d'excitation. Les bâtonnets ont un seuil d'excitation qui est faible grâce à la rhodopsine, tandis que les cônes, eux, selon les types de pigments visuels qu'ils contiennent, ils ont un seuil d'excitation qui est élevé. On résume tout ce qu'on a vu. On a 4 types de pigments visuels qui sont différents par leur opsine. Les bâtonnets contiennent de la rhodopsine. La rhodopsine absorbe toutes les longueurs d'onde et grâce à la rhodopsine, le seuil d'excitation des bâtonnets est faible. Tandis que les cônes, on a 3 types, S, M et L. Ils absorbent sélectivement la lumière. Le S absorbe dans le bleu, le type M absorbe dans le vert et le type L absorbe dans le rouge. Grâce à ces types de pigments visuels, les cônes ont un seuil d'excitation qui est élevé. On a terminé avec les structures responsables de la photoréception qui sont les pigments visuels. Maintenant, on fait une comparaison entre les 2 types de photorécepteurs, c'est-à-dire une comparaison entre les cônes et les bâtonnets. Le premier point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est bien les longueurs d'onde perçues par le récepteur, comme on a déjà vu. Les bâtonnets absorbent toutes les longueurs d'onde, tandis que les cônes, ils absorbent sélectivement la lumière. Puisque les bâtonnets absorbent toutes les longueurs d'onde, donc le cerveau ne va pas faire la différence et la distinction entre les influx perçus par les bâtonnets. Et c'est pour cette raison que tous les influx et tous les potentiels d'action qui arrivent des bâtonnets sont vus uniquement comme des nuances de gris. Tandis que les cônes, eux, on a dit qu'ils absorbent sélectivement de la lumière. On a des cônes qui absorbent le bleu, des cônes qui absorbent le vert et des cônes qui absorbent le rouge. Donc, c'est les cônes, eux, ils sont responsables de la vision des couleurs. Premier point de différence, c'est les longueurs d'onde perçues. Les bâtonnets, les signaux qui parviennent des bâtonnets sont vus uniquement comme des nuances de gris, tandis que les cônes, eux, ils absorbent sélectivement les longueurs d'onde. Les potentiels d'action qui arrivent des cônes sont traduits ainsi comme des couleurs. Donc, c'est les cônes qui sont responsables de la vision des couleurs. Le deuxième point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est bien le seuil d'activation.
on a déjà vu ça. Les bâtonnets ont un seuil d'activation qui est faible et les cônes ont un seuil d'activation qui est élevé. On peut prouver ça en mesurant l'intensité lumineuse selon les longueurs d'onde. On voit bien que les bâtonnets, ils ont besoin d'une très petite quantité de lumière pour être excités, tandis que les trois types de cônes ont un seuil d'activation qui est élevé. Le troisième point de différence, c'est la sensibilité pour la lumière. Les bâtonnets ont une grande sensibilité à la lumière, puisqu'ils ont besoin d'une petite quantité de lumière pour être activés, tandis que les cônes, eux, ils ont une faible sensibilité à la lumière, et c'est pour ça que leur seuil d'activation est élevé. Le quatrième point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est bien les conditions d'éclairement. Les cônes, eux, ils ont besoin d'une grande quantité de lumière pour être activés. Et ça convient avec une vision phototopique, c'est-à-dire une vision diurne ou une vision du jour. Tandis que les bâtonnets, eux, ils ont besoin d'une petite quantité de lumière pour être activés, ce qui convient avec une vision scotopique, c'est-à-dire une vision nocturne ou c'est la vision de la nuit. Grâce à ces différences entre les cônes et les bâtonnets en ce qui concerne les conditions d'éclairement, on remarque que le seuil de sensibilité humain et de l'œil humain est différent selon les conditions de la vision. En vision scotopique, c'est-à-dire pendant la nuit, on remarque que le seuil de sensibilité de l'œil humain est à 507 nanomètres, tandis que pendant la journée, c'est-à-dire en vision phototopique, le seuil de sensibilité de l'œil humain est à 555 nanomètres. Bien sûr, le 507 nanomètres en vision scotopique est le seuil d'activation et le seuil de sensibilité des bâtonnets, tandis que le 555, c'est-à-dire la sensibilité de l'œil pendant le jour, convient avec le seuil d'excitation, le seuil de sensibilité des cônes. Ce décalage du seuil de sensibilité de l'œil humain de 507 à 555 pendant la journée et de 555 à 507 pendant la nuit est appelé l'effet ou le décalage Purkinje. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'effet ou le décalage Purkinje? C'est la tendance pour le pic de la sensibilité de l'œil humain à se déplacer vers le bleu pendant la nuit et vers le jaune pendant la journée. Donc l'effet Purkinje exprime la réalité que la vision des couleurs va dépendre des conditions lumineuses. C'est-à-dire, en conditions phototopiques, on sait que ce sont les cônes qui seront activés. Les cônes peuvent déterminer toutes les couleurs et percevoir toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire en vision phototopique, les couleurs bleues et les couleurs rouges, tous les deux sont bien perçus. Tandis que en vision scotopique, ce sont les bâtonnets qui seront activés. Les bâtonnets absorbent toutes les longueurs d'onde à l'exception du rouge et ils absorbent préférentiellement dans le bleu. Et donc la vision des couleurs bleues est mieux que la vision des couleurs rouges, c'est-à-dire ce sont les bleus qui seront les mieux perçus, tandis que les rouges, eux, ils ne sont pas absorbés par les bâtonnets, donc ils sont perçus comme des couleurs sombres. Les objets de couleur rouge sont vus sombres pendant la nuit. Donc, la vision des couleurs va dépendre de la luminosité. À forte luminosité, ce sont les rouges que l'œil distingue le mieux, tandis qu'en faible luminosité, les bleus seront les mieux perçus. Ça, c'est l'effet ou le décalage Purkinje.
Un cinquième point de différence entre les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, c'est bien le nombre de photorécepteurs. Au niveau de chaque rétine, on a environ 3000 cônes, tandis qu'on a 100 millions, on a 3 millions de cônes, tandis qu'on a 100 millions de bâtonnets. Donc les bâtonnets sont beaucoup plus nombreuses que les cônes. Le sixième point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est la répartition de ces photorécepteurs. Pour étudier la répartition des photorécepteurs, on doit d'abord connaître certaines régions de la rétine. On a ce qu'on appelle la tache jaune ou la macula. C'est la zone de la rétine située sur l'axe optique de l'œil, ou bien la zone de la rétine située au fond de l'œil dans l'axe de la pupille. Au centre de la macula ou de la tache jaune, on a ce qu'on appelle la fovea. C'est une dépression centrale de la rétine, ou bien une dépression centrale au niveau de la macula. On a aussi la tache aveugle. La tache aveugle ou la papille, c'est le lieu d'entrée et de sortie du nerf optique et des vaisseaux sanguins à la rétine. Maintenant, on va mesurer le nombre de photorécepteurs dans les différentes régions de la rétine. L'angle 0 correspond à la fovea, c'est-à-dire la rétine centrale. De part et d'autre de la fovea, on a la rétine périphérique. On voit bien qu'au niveau de la fovea, c'est-à-dire l'angle 0, le nombre de cônes est très élevé. On a un pic et le nombre est très élevé. Tandis que les bâtonnets, eux, ils sont totalement absents au niveau de la fovea. Donc, la rétine centrale ou la fovea contient exclusivement des cônes. Au niveau de la rétine périphérique, c'est le contraire. On voit bien que le nombre des bâtonnets est grand, il est maximal, tandis que les cônes, eux, ils sont faiblement représentés au niveau de la rétine périphérique. Donc, la rétine périphérique contient majoritairement des bâtonnets et les cônes ne représentent que 5% des photorécepteurs de la rétine périphérique. On a aussi, si vous remarquez, au niveau de l'angle 20, donc l'angle 20 qui correspond bien à la tache aveugle. On a une absence totale des photorécepteurs, c'est-à-dire on n'a ni des cônes ni des bâtonnets au niveau de la tache aveugle. C'est pour ça qu'on l'appelle la tache aveugle, ou en anglais blind spot. Une deuxième remarque, c'est que les cônes, ce sont les cônes de type M et le type L qui sont les plus nombreux, tandis que le type S, c'est-à-dire les cônes qui absorbent dans le bleu, sont très rares dans la rétine périphérique. Donc le type M et le type S sont les cônes les plus nombreux. Un autre point de différence entre les photorécepteurs, c'est-à-dire entre les cônes et les bâtonnets, c'est la convergence ou la disposition des fibres et des cellules. On remarque que les cônes, eux, ils sont très regroupés et très convergents. Un très grand nombre de bâtonnets sont reliés à un nombre moindre de cellules bipolaires. Et ce nombre de cellules bipolaires, eux-mêmes, ils sont regroupés et convergent vers une même cellule ganglionnaire. Donc, un très grand nombre de bâtonnets sont regroupés à un nombre moindre de cellules bipolaires, eux-mêmes qui sont regroupés vers la même cellule ganglionnaire. Donc, on dit que les bâtonnets sont très convergents. Tandis que les cônes, eux, au niveau de la fovea, chaque cône est relié à une seule cellule bipolaire et cette cellule bipolaire est reliée à une seule cellule ganglionnaire. Donc les cônes ne sont pas regroupés. Au niveau de la rétine périphérique, certains cônes réduits à quelques unités peuvent être rassemblés avec des bâtonnets
ils convergent avec eux vers la même cellule ganglionnaire, mais leur nombre est très réduit. Le huitième point de différence, ou l'autre point de différence entre les bâtonnets et les cônes, c'est bien l'acuité visuelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, ou bien le pouvoir séparateur, ou bien la résolution. En fait, l'acuité visuelle représente l'angle qui sépare les deux points les plus rapprochés qui peuvent être déterminés et distingués par l'œil humain à une distance de 1 mètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir séparateur ou l'acuité visuelle? L'acuité visuelle est l'angle qui sépare les deux points les plus proches qui peuvent être distingués par l'œil humain à une distance de 1 mètre. Bien sûr, l'acuité visuelle est donnée en radians. Si on dit un œil voit à 10 sur 10, c'est-à-dire que cet angle qui va séparer ces deux points les plus rapprochés est de 3 fois 10 puissance moins 4 radians. On va mesurer l'acuité visuelle de l'œil humain en conditions photopiques et en conditions scotopiques. On remarque bien, selon le graphe, qu'en vision photopique, on a une acuité visuelle qui est maximale au niveau de la fovea, c'est-à-dire au niveau de la rétine centrale. La rétine centrale contient exclusivement des cônes, et ce sont les cônes qui sont responsables de la vision photopique. On conclut ainsi que la vision assurée par les cônes est une vision de grande résolution ou de résolution spatiale élevée. C'est-à-dire l'acuité visuelle des cônes est très élevée. Tandis qu'en vision scotopique, on remarque que l'acuité visuelle est faible et elle est nulle au niveau de la rétine centrale. Ce sont les bâtonnets qui assurent la vision scotopique. Donc, la vision assurée par les bâtonnets est une vision de faible précision ou une vision de résolution spatiale qui est faible. Donc, les cônes et les bâtonnets sont différents par leur acuité visuelle. Les cônes ont une grande résolution, tandis que les bâtonnets, eux, ils ont une résolution qui est faible. Le dernier point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est l'adaptation à l'obscurité. L'adaptation à l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation à l'obscurité? C'est-à-dire un cône qui était excité par la lumière, quel est le temps nécessaire pour que ce photorécepteur atteigne son seuil d'activation, c'est-à-dire le seuil d'activation des photorécepteurs va diminuer en obscurité jusqu'à ce que le photorécepteur atteigne son seuil d'activation minimale. On a mesuré la sensibilité rétinale en obscurité. On remarque bien que les cônes, eux, leur adaptation est rapide. Pendant 10 minutes, les photorécepteurs qui sont les cônes vont atteindre leur seuil d'activation. Pourquoi l'adaptation par les cônes est rapide? C'est bien parce que le seuil d'activation de ces photorécepteurs est élevé. Donc, ils peuvent rapidement atteindre ce seuil d'activation. Tandis que les bâtonnets, eux, leur seuil d'activation, il est faible. Donc, ils vont prendre beaucoup de temps pour arriver à leur seuil d'activation. Donc, le dernier point de différence entre les cônes et les bâtonnets, c'est l'adaptation à l'obscurité. Les cônes ont un seuil d'excitation élevé, donc leur adaptation est rapide, tandis que les bâtonnets, eux, ils ont un seuil d'excitation qui est faible, donc il prend beaucoup de temps pour arriver
à leur seuil d'activation. L'adaptation à l'obscurité assurée par les bâtonnets est lente. On résume rapidement tout ce qu'on a dit. La différence entre les cônes et les bâtonnets, les points de différence entre les bâtonnets et les cônes sont nombreux. La première différence est dans le nombre. Les bâtonnets sont très nombreux. On a 100 millions de bâtonnets par rétine, tandis qu'on a juste 3 millions de bâtonnets par rétine. Les bâtonnets vont assurer une vision en nuances de gris, tandis que les cônes, eux, ils assurent la vision de couleur. Les bâtonnets ont une grande sensibilité de la lumière, tandis que les cônes, eux, ils ont une faible sensibilité à la lumière. La vision assurée par les bâtonnets est une vision de faible précision, tandis que les cônes, la vision assurée par ces photorécepteurs est une vision de grande précision. Les bâtonnets assurent une vision nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit, tandis que les cônes, eux, ils assurent la vision diurne de la journée. Les bâtonnets sont les plus nombreux en périphérie, tandis que les cônes, eux, ils sont concentrés au niveau de la fovea. Et on a terminé avec la photoréception. Le dernier point, c'est l'adaptation aux variations de l'éclairement. Qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation aux variations de l'éclairement? En fait, dans cette partie, on va voir comment peut-on passer d'une vision photopique assurée par les cônes à une vision scotopique assurée par les bâtonnets, ou bien le contraire, comme le passage entre la vision de la nuit à la vision du jour assurée par les cônes. Ce passage est régulé par trois phénomènes, le réflexe photomoteur, ou bien ce passage est possible grâce à trois phénomènes ou trois mécanismes. Le premier est le réflexe photomoteur, le deuxième c'est la quantité de rhodopsine et le dernier, ce sont des facteurs nerveux. Donc le premier élément qui va assurer cette transition et ce passage entre une vision du jour assurée par les cônes à une vision de la nuit assurée par des bâtonnets, c'est le réflexe photomoteur. Le réflexe photomoteur, on a déjà vu ce phénomène ou ce réflexe. Le diamètre de la pupille va augmenter et diminuer selon les conditions de la lumière. Cette adaptation assurée par le réflexe photomoteur est assez rapide, mais elle concerne seulement de faibles variations de luminosité. Le point qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est bien juste le point de départ de ce réflexe photomoteur. On a dit que le réflexe photomoteur démarre et débute de la rétine, mais c'est principalement au niveau des photorécepteurs qui sont les cônes et les bâtonnets que ce réflexe va démarrer. Et on a aussi un autre type de cellules, c'est les cellules ganglionnaires, un type spécial de cellules ganglionnaires qui sont appelées les cellules ganglionnaires intrinsèquement photoréceptrices. Donc ces cellules ganglionnaires eux-mêmes, ils vont assurer le début du réflexe photomoteur avec les cônes et les bâtonnets, ou bien en association avec les cônes et les bâtonnets. Ces cellules ganglionnaires intrinsèquement photoréceptrices représentent 1 à 2% seulement des cellules ganglionnaires et ils sont répartis uniformément dans la rétine. Quelle est la spécificité de ces cellules ganglionnaires La spécificité de ces cellules ganglionnaires grâce à laquelle ils peuvent participer au départ du réflexe photomoteur, c'est bien qu'ils contiennent un photopigment non visuel, un autre photopigment qui est appelé la mélanopsine. La mélanopsine. Cette mélanopsine a un pic d'absorption à 480 nanomètres. Si vous avez remarqué tout à l'heure, on avait un autre pigment visuel qui est la mélanopsine. Et c'est grâce à sa mélanopsine que ces cellules ganglionnaires peuvent se dépolariser en fonction
des conditions d'éclairement et ils vont déclencher un réflexe photomoteur. Le deuxième élément qui permet le passage entre la vision scotopique et photopique, c'est bien la quantité de rhodopsine. Dans le graphe on a mesuré la quantité de rhodopsine décolorée après quelques minutes en obscurité. C'est-à-dire on était à une forte luminosité, puis on s'est passé à l'obscurité. Et on a mesuré la quantité de rhodopsine pendant le temps en obscurité. On remarque qu'en forte luminosité, c'est-à-dire juste avant le passage à l'obscurité, la quantité de rhodopsine décolorée. Qu'est-ce que ça veut dire la rhodopsine décolorée? La rhodopsine décolorée, c'est-à-dire qui était déjà excitée par la lumière, déjà activée. Donc, un pigment visuel qui est décoloré, il ne peut pas être excité ou activé parce qu'il est déjà activé. Il doit être régénéré de nouveau. Donc, on remarque qu'en forte luminosité, la rhodopsine décolorée est à 100%, c'est-à-dire toute la quantité de la rhodopsine est activée et décolorée par la lumière. Les photorécepteurs, qui sont les bâtonnets, donc ne peuvent pas être excités de nouveau. Après le passage à l'obscurité, on remarque que la rhodopsine la pourcentation de la rhodopsine décolorée va diminuer. Cette diminution convient bien à la régénération du photorécepteur, c'est-à-dire en absence de la lumière, leur photorécepteur va commencer à s'accumuler et à être régénéré. Après un bon moment en obscurité, on remarque que la rhodopsine décolorée est après à 0%. C'est-à-dire, toute la rhodopsine est régénérée. On a accumulation de la rhodopsine. Les photorécepteurs, qui sont les bâtonnets, peuvent être excités de nouveau. Donc, comment peut-on passer à une vision photopique en forte luminosité à une vision scotopique en faible luminosité? C'est grâce aux variations de la quantité de la rhodopsine. Ce passage, ces variations de la quantité de la rhodopsine vont permettre ce passage entre la vision photopique à une vision scotopique. Donc, en lumière faible, un petit nombre de molécules de rhodopsine se décolorent. Donc, en lumière faible, un petit nombre de molécules de rhodopsine est décoloré. Donc, la rétine continue de réagir au stimuli visuel puisque la rhodopsine non décolorée est présente et elle est en grande quantité. Tandis qu'en lumière intense, le pigment se décolore en masse, c'est-à-dire la plupart de la rhodopsine est décolorée. Les bâtonnets donc n'ont plus d'efficacité parce qu'ils ne peuvent pas être excités. Les cônes vont prendre la relève, c'est-à-dire en forte luminosité. Les bâtonnets n'ont pas d'efficacité puisque leur pigment visuel, qui est la rhodopsine, est complètement décoloré, tandis que les cônes, eux, ils ont un seuil d'activation qui est fort. Ils vont permettre la vision en conditions d'éclairement qui sont la luminosité forte. Donc, comment ce passage va se faire? C'est-à-dire l'adaptation, on commence par l'adaptation à la lumière, c'est-à-dire le passage d'un milieu éclairé à un milieu sombre. Puis on va voir le passage d'un milieu sombre à un milieu éclairé, c'est-à-dire l'adaptation à la lumière. Premièrement, l'adaptation à l'obscurité. Si on passe d'une forte luminosité à une faible luminosité, c'est-à-dire d'un milieu bien éclairé à un milieu sombre, le niveau de luminosité va être faible, va diminuer. Les cônes
ne vont plus fonctionner puisque eux, ils ont un seuil d'activation qui est élevé. Donc, la diminution de la quantité de lumière va désactiver les cônes seront désactivés, ils ne seront plus fonctionnels. On était en lumière intense, c'est-à-dire le pigment visuel qui est la rhodopsine des bâtonnets était totalement décoloré. Donc, les bâtonnets sont inhibés. Donc, les premières minutes et les premiers moments après le passage d'un milieu éclairé à un milieu sombre, on n'a ni les cônes qui sont fonctionnels, ni les bâtonnets sont fonctionnels. C'est pour ça qu'on voit seulement une noirceur. Les premières minutes, si vous passez d'un milieu qui est éclairé à un milieu sombre, vous ne voyez rien, juste une noirceur. Les cônes et les bâtonnets, les deux sont inhibés et ils sont inactifs. L'adaptation va commencer. Le pigment visuel des bâtonnets, qui est la rhodopsine, en obscurité, va se régénérer et on a accumulation de la rhodopsine. Peu à peu, la rhodopsine s'accumule, les bâtonnets vont devenir excitables et leur seuil d'excitation va se diminuer en fonction du temps passé. Désolé, on a dit que la quantité de rhodopsine va s'accumuler au fur et à mesure qu'on est en obscurité et les bâtonnets seront plus actifs et donc la sensibilité de la rétine va augmenter et on commence à voir dans l'obscurité. Donc je reprends. Si on passe d'un milieu éclairé à un milieu sombre, on va voir qu'une noirceur pendant des minutes. Puisque ce sont les cônes et les bâtonnets, les deux types de photorécepteurs sont inactifs. Les cônes sont inactifs parce que la quantité de lumière est insuffisante. Les bâtonnets sont inactifs parce que leur pigment visuel, qui est la rhodopsine, est totalement décoloré par la lumière intense. Après un bon moment ou un bon temps passé en obscurité, on remarque que le seuil d'activation des bâtonnets va diminuer. Pourquoi le seuil d'activation des bâtonnets est diminué? Parce que la rhodopsine commence à se régénérer et on a accumulation de la rhodopsine au niveau de la rétine périphérique, au niveau des bâtonnets. Donc les bâtonnets commencent à s'activer et la sensibilité rétinienne va augmenter grâce à l'activation des bâtonnets. Donc ça, c'est l'adaptation à l'obscurité. On dit que l'adaptation à l'obscurité est lente et progressive, puisqu'elle prend beaucoup de temps pour que le pigment visuel se régénère et pour que les bâtonnets seront actifs. Donc l'adaptation à l'obscurité est une adaptation lente, elle prend 20 à 30 minutes. Et la sensibilité rétinienne va augmenter progressivement en fonction du temps passé à l'obscurité. Maintenant, au contraire, si on passe de l'obscurité à un milieu bien éclairé, c'est l'adaptation à la lumière. Si on passe de l'obscurité à un milieu bien éclairé, pendant des secondes, on ne voit rien. Un aveuglement total de la rétine ou un aveuglement de l'œil. Pourquoi on voit rien si on passe de l'obscurité à un milieu bien éclairé? Eh bien, c'est parce que une forte luminosité va stimuler fortement tous les cônes et tous les bâtonnets. Tous les cônes et tous les bâtonnets sont fortement stimulés et donc on a un déluge de signaux nerveux qui arrivent en même temps au cerveau. Le cerveau ne va pas faire la distinction. Tous les pigments visuels et tous les photopigments seront dégradés en même temps par une
quantité immense de lumière. Un déluge de signaux nerveux va parvenir au cerveau et donc la sensibilité de la rétine va diminuer rapidement. On va rien voir, c'est-à-dire c'est l'aveuglement. Mais rapidement, l'aveuglement ne persistera pas, juste pendant 60 secondes. Le cerveau va inactiver les bâtonnets et seulement les cônes qui seront actives, puisque leur seuil d'activation est élevé et ils ont un seuil d'activation qui est élevé, ils ont besoin d'une forte quantité de lumière pour être activés. Et puisque les cônes assurent une vision d'une acuité visuelle qui est élevée, donc l'acuité visuelle de la rétine ou de l'œil va augmenter. Donc on reprend. Si on passe de l'obscurité à un milieu bien éclairé, au début on va rien voir, un aveuglement total de l'œil. Puis l'œil humain va s'adapter à cette quantité immense de lumière. L'adaptation à la lumière est rapide. L'aveuglement ne persistera que pendant 60 secondes. Pourquoi pendant ce passage à un milieu bien éclairé, on va rien voir au début? C'est parce que tous les cônes et tous les bâtonnets sont fortement stimulés par la lumière. Les photopigments seront totalement dégradés en même temps. Donc, un déluge de signaux nerveux et un nombre énorme de signaux nerveux vont atteindre le cerveau en même temps. On va rien voir. Le cerveau va désactiver les bâtonnets et ce sont seulement les cônes qui seront actifs. C'est pour ça que l'acuité visuelle va augmenter. On dit que l'adaptation à la lumière est rapide. Elle prend juste 60 secondes, tandis que l'adaptation à l'obscurité, comme on a déjà vu, elle est longue. Le dernier élément qui participe au passage de l'obscurité à la lumière ou bien de la luminosité à l'obscurité, c'est bien des facteurs nerveux. En fait, les neurones de la rétine sont bien interconnectés et bien reliés. Si on stimule une seule région de la rétine par la lumière, les régions voisines, eux, ils vont être aussi activés. On aura un acheminement d'un message homogène au cerveau. Donc, grâce à la disposition des neurones au niveau de la rétine, les neurones sont interconnectés et la stimulation d'une région de la rétine va induire l'activation de plusieurs neurones adjacents. Et puis, on aura un message homogène qui sera acheminé vers le cerveau. On a terminé avec l'adaptation variation d'éclairement, c'est-à-dire le passage de la vision de la nuit à la vision du jour. Et maintenant, le stimulus est reçu par l'œil humain. Comment ce stimulus ou ce signal va être transformé en un signal électrique qui va passer aux voies nerveuses puis au centre nerveux. Dans cette partie, on va voir le mécanisme de la transduction de la lumière en potentiel d'action ou en signal nerveux. En absence de toute stimulation lumineuse, c'est-à-dire en absence de la lumière ou en obscurité, la membrane cellulaire des photorécepteurs, c'est-à-dire la membrane cellulaire des cônes et des bâtonnets, présente une protéine transmembranaire appelée la guanylate cyclase. La guanylate cyclase. Cette protéine ou cette enzyme va produire le GMP cyclique. Le GMP cyclique. Ce GMP cyclique va se fixer sur des canaux ioniques non spécifiques. GMP cyclique dépendant. Des canaux ioniques non spécifiques, c'est-à-dire ils laissent passer le Na+,
et le CA2+. Donc, ce GMP cyclique va se fixer sur ces canaux ioniques ligand dépendants ou GMP cyclique dépendants. Et ce GMP cyclique va maintenir ces canaux ouverts. Les canaux vont laisser passer le Na+ et le Ca2+. Le Ca2+ et le Na+ au niveau de la cellule va produire une dépolarisation permanente de la cellule photoréceptrice. La dépolarisation de la cellule photoréceptrice va induire la dégranulation ou la libération du stock des photorécepteurs présents au niveau de l'extrémité synaptique ou au niveau du bouton synaptique. Ces granules, ou bien ce stock de granules contient du glutamate. La glutamate sera libérée au niveau de la fente synaptique et le message va passer à la cellule suivante. Donc, en absence de la lumière ou en absence de toute stimulation lumineuse, la guanylate cyclase, c'est une protéine membranaire de la cellule photoréceptrice, va induire la production du GMP cyclique. Le GMP cyclique va se fixer sur les canaux ioniques Na+, sur les canaux ioniques ligand dépendants ou GMP cyclique dépendants. Ils vont permettre l'entrée permanente du Na+ et de Ca2+. Le Na+ présent au niveau de la cellule va dépolariser la cellule photoréceptrice. La cellule photoréceptrice dépolarisée va libérer au niveau du bouton synaptique ou au niveau de l'extrémité synaptique le glutamate et le message va passer à la cellule suivante. Maintenant, si on a une excitation par un stimulus lumineux, on a vu que les photorécepteurs présentent des pigments visuels au niveau de leur membrane. Le rétinal du pigment visuel va se transformer de la forme en cis-rétinale à la forme tout transrétinale. Il va libérer l'opsine. L'opsine libérée est active. Elle va activer une protéine G appelée la transductine. Cette transductine ou cette protéine G va activer une phosphodiesterase. La phosphodiesterase va dégrader le GMP cyclique en GMP. La quantité du GMP cyclique va diminuer au niveau de la cellule et le GMP cyclique va commencer à se détacher des canaux ioniques GMP cyclique dépendants. Le GMP cyclique, quand il se détache des canaux ioniques GMP cyclique dépendants, le canal va se fermer et puis on n'aura plus l'entrée de Na+. Le Na+ n'entre plus à la cellule, donc la cellule ne sera pas dépolarisée, mais plutôt la cellule réceptrice sera hyperpolarisée. Donc, en absence de la lumière, la cellule photoréceptrice sera dépolarisée, tandis qu'en présence de la lumière, c'est-à-dire quand la cellule photoréceptrice sera excitée, elle sera épolarisée. Absence du stimulus, cellule dépolarisée. Présence du stimulus, cellule hyperpolarisée. La cellule photoréceptrice en présence de la lumière sera hyperpolarisée et puis on aura diminution de la libération synaptique du glutamate. Et le message ne passe plus à la cellule suivante. En fait, cette hyperpolarisation de la cellule visuelle est appelée potentiel récepteur. Donc, les photorécepteurs ne produisent pas de potentiel d'action et n'arrivent pas à produire et à provoquer un potentiel d'action, mais ils produisent seulement un potentiel récepteur. Quelle est la différence entre ce potentiel récepteur et le potentiel d'action? Eh bien, c'est que le potentiel récepteur ou cette réponse est une réponse locale, c'est-à-dire elle n'est pas propagée comme les potentiels d'action. Les potentiels d'action sont propagés alors que les potentiels récepteurs sont des potentiels locaux. Le potentiel récepteur ou cette hyperpolarisation est aussi graduable. Qu'est-ce que ça veut dire graduable? C'est-à-dire si on prend
les stimulus lumineux I1, I2 et I3, à chaque fois qu'on augmente le stimulus lumineux, on aura augmentation de l'hyperpolarisation de la cellule, c'est-à-dire cette réponse qui est l'hyperpolarisée sera de plus en plus importante qu'on qu'on augmente le stimulus. On dit donc que le potentiel récepteur est graduable. Tandis que le potentiel d'action, bien sûr, sont de type tout ou rien, c'est-à-dire la réponse sera toujours le même, quelle que soit la force du stimulus. Une réponse graduable, c'est-à-dire l'amplitude est en fonction de l'intensité du stimulus. Donc, les cellules photoréceptrices, la cellule photoréceptrice ou le photorécepteur sera hyperpolarisé en réponse à la lumière et il va produire un potentiel appelé le potentiel récepteur qui est local et graduable. Le stimulus est reçu par la cellule rétinienne et il est transformé en un signal électrique. On aura libération, il est transformé en signal électrique. Ce signal électrique doit être ensuite conduit par des voies nerveuses jusqu'aux aires visuelles au niveau du cortex. On va maintenant voir la conduction du signal vers le cortex. Le signal va être conduit d'abord par des neurones rétiniens, puis il va passer aux voies optiques extrarétiniennes. On commence par les neurones rétiniens. En fait, le signal électrique produit au niveau de la cellule photoréceptrice va être conduit d'abord vers les cellules bipolaires et les cellules horizontales. On a deux types de cellules, les cellules bipolaires et les cellules horizontales. Des cellules bipolaires, ce message va être transformé en cellules amacrines et aux cellules ganglionnaires. Les fibres de la cellule ganglionnaire vont se rassembler et vont former le nerf optique. À partir du nerf optique, le message va passer bien sûr, à partir de ces neurones rétiniens, le message va passer au nerf optique, du nerf optique jusqu'au chiasma optique, puis aux bandelettes optiques. Il arrive au corps genouillé latéral. Les fibres vont faire synapse au niveau du corps genouillé latéral. Et un troisième neurone va partir jusqu'au cortex cérébral. Comment le message va être transporté au niveau de la rétine? On a déjà dit ça. Le photorécepteur va transmettre le signal ou le message vers les cellules bipolaires et les cellules horizontales. Les cellules horizontales. Donc, les photorécepteurs transmettent le signal vers deux cellules, vers les cellules bipolaires et vers les cellules horizontales. Les cellules horizontales, eux, ils vont transmettre le signal horizontalement aux cellules bipolaires. Donc, une cellule, on a ce photorécepteur, il a transformé le signal à cette cellule horizontale. Cette cellule horizontale va transformer le message horizontalement en d'autres cellules bipolaires, tandis que le photorécepteur peut transmettre directement le signal vers une cellule bipolaire. On a une remarque que les cellules horizontales sont toujours inhibiteurs. Les cellules horizontales sont toujours inhibiteurs, c'est-à-dire si on a ce photorécepteur qui sera stimulé et un photorécepteur qui est stimulé, il va stimuler une cellule
bipolaire. Cette cellule bipolaire est bien une cellule horizontale. Cette cellule horizontale va assurer l'inhibition latérale, c'est-à-dire l'inhibition des territoires avoisinants. Bien sûr, on va voir ensuite que cette inhibition latérale, elle a un rôle un rôle déterminé, qui est l'augmentation du contraste, c'est-à-dire seulement les régions excitées par la lumière qui vont transmettre le message, tandis que les zones qui sont situées de part et d'autre de cette région seront inhibées grâce aux cellules horizontales. Donc la cellule horizontale est une cellule seulement inhibitrice. Les cellules bipolaires, eux, ils vont transmettre le message directement vers la cellule ganglionnaire, ou bien ils vont transmettre le message aux cellules amacrines. Eux-mêmes, ces cellules amacrines vont transmettre le message à d'autres cellules ganglionnaires ou bien à d'autres cellules bipolaires. Donc la cellule bipolaire peut transmettre le message à deux types de cellules, aux cellules ganglionnaires et aux cellules amacrines. La cellule amacrine elle-même, elle va transmettre le message aux cellules ganglionnaires ou bien à d'autres cellules bipolaires. Les cellules ganglionnaires, ce sont les dernières cellules présentes au niveau de la rétine. L'assemblage des fibres des cellules ganglionnaires va former le nerf optique. Au niveau de la rétine, toutes ces cellules vont produire des potentiels qui sont graduables. On a vu le potentiel d'action des photorécepteurs. Toutes ces cellules, les cellules horizontales, les cellules amacrines, les cellules bipolaires, toutes ces cellules, eh bien, les photorécepteurs, toutes ces cellules vont produire juste des potentiels graduables. Et ce sont seules les cellules ganglionnaires qui vont produire des potentiels d'action. Donc, la cellule ganglionnaire est la seule cellule rétinienne qui peut engendrer un potentiel d'action. Donc, on a remarqué et on a déjà vu qu'au niveau de la rétine, on a un nombre de photorécepteurs qui vont converger vers la même cellule ganglionnaire. Ces cellules qui convergent vers la même cellule ganglionnaire constituent le champ récepteur de cette cellule ganglionnaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le champ récepteur de la cellule ganglionnaire? Le champ récepteur de la cellule ganglionnaire est composé des cellules photoréceptrices qui convergent vers cette même cellule. Les photorécepteurs qui convergent vers la même cellule ganglionnaire représentent le champ récepteur de cette cellule ganglionnaire. On a déjà dit qu'au niveau de la rétine centrale, un cône va transmettre le signal à une cellule bipolaire et puis à une cellule ganglionnaire directement. Donc les champs récepteurs au niveau de la rétine centrale sont très petits, tandis qu'au niveau de la rétine périphérique, les champs récepteurs contient un nombre qui est grand de cellules. Ces champs récepteurs sont arrondis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces champs récepteurs sont arrondis, c'est-à-dire la disposition des cellules qui convergent vers la même cellule ganglionnaire est arrondie ou en cercle. Ces champs récepteurs sont concentriques et antagonistes, c'est-à-dire si on aura un champ récepteur d'une cellule ganglionnaire, la stimulation du centre du champ récepteur et de la périphérie ne va pas provoquer les mêmes phénomènes électriques au niveau de la cellule ganglionnaire. Par exemple, si on stimule le centre du champ récepteur, on aura une augmentation des potentiels d'action, et si on stimule
la périphérie, on aura une diminution de décharge de potentiel d'action. On dit que la, le centre du champ récepteur est excitateur et la périphérie est inhibitrice. On peut avoir bien sûr l'autre cas, c'est-à-dire c'est la périphérie. On peut avoir l'autre cas, c'est-à-dire la périphérie du champ récepteur sera excitatrice. La stimulation de la périphérie va augmenter les potentiels d'action, tandis que le centre est inhibiteur, c'est-à-dire la stimulation du centre du champ électrique va diminuer le nombre de décharges de potentiel d'action. Donc, les cellules réceptrices du champ visuel sont disposées concentriquement. La périphérie et le centre n'ont pas les mêmes effets. On dit que les champs récepteurs de la cellule ganglionnaire sont arrondis et concentriques et antagonistes. Ils assurent des rôles différents. Bien sûr, au niveau de la périphérie, et pour des champs récepteurs qui contiennent des cônes, les champs récepteurs sont concentriques et antagonistes pour des couleurs et des couples de couleurs opposés. C'est-à-dire, si on a le centre de la périphérie qui contient des cellules, des cônes de type M qui assurent la vision du rouge, la périphérie va assurer la couleur verte. Si le centre est stimulé, la périphérie sera inhibée. Comme vous remarquez, si on excite le centre, on a augmentation des potentiels d'action de la cellule ganglionnaire et on aura inhibition de la périphérie qui représente la couleur jaune, la couleur verte. Donc, les champs récepteurs d'une cellule ganglionnaire, bien sûr qui contient des cônes, sont antagonistes pour des couples de couleurs qui sont différentes. Bien sûr, le phénomène d'inhibition latérale qu'on a vu tout à l'heure avec cette disposition des champs récepteurs, des cellules du champ récepteur de la cellule ganglionnaire a un rôle qui est très important. Ce rôle est représenté par l'augmentation de la perception du contraste visuel et l'augmentation de la perception des couleurs. Cette cellule qui est composée par exemple d'une périphérie qui comporte les cônes de type M qui assure la vision de la couleur grise et le centre d'une autre couleur, par exemple le rouge, sera dite la cellule R plus V-, c'est-à-dire le centre est stimulé par la couleur rouge, tandis que la périphérie est stimulée par la couleur verte et sera inhibée si le centre est stimulé. On a une autre remarque que le couple bleu-jaune n'est pas parfois concentrique. Le couple bleu et jaune, la disposition de ces cellules des champs récepteurs ne sont pas concentriques, ils sont mélangés. Donc on reprend. L'ensemble des cellules qui convergent vers la même cellule ganglionnaire constitue le champ récepteur de cette cellule ganglionnaire. Ces cellules se disposent en cercle, c'est-à-dire le champ récepteur est arrondi. Il se dispose concentriquement, c'est-à-dire concentriquement et ces cellules sont antagonistes, c'est-à-dire la périphérie et le centre du champ visuel ont des fonctions différentes. Si on stimule le centre, la périphérie sera inhibée, ou bien si on stimule la périphérie, le centre sera inhibé. Et pour des couleurs, des couples de couleurs opposés, on a aussi une disposition concentrique. Le centre sera stimulé par une couleur, tandis que la périphérie, elle sera stimulée par une autre.
Ce phénomène, et avec le phénomène de l'inhibition latérale, va augmenter la perception du contraste visuel et va augmenter la perception des couleurs.